Nous sommes le 15 janvier 2025. Deux rendez-vous importants à suivre dans votre matinale. Le premier, c'est l'appel téléphonique que nous allons passer au professeur Abou Bakari Imorou. Il est enseignant-chercheur et directeur du LASMO à l'université d'Abomey-Calavi. On fera une lecture sociologique de la récente attaque terroriste dans le nord Bénin. C'est la première fois que le Bénin subit une si lourde perte dans son armée. Le second rendez-vous va être nos moments d'échange avec Alessandre Adjinan, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire, technique de la formation professionnelle. L'annonce de critères pour le reversement des AME par le gouvernement sera le menu de nos discussions avec Jacques Degbé dans la rubrique économie. On s'intéresse au nouveau mécanisme de commercialisation du soja. Ça va être autour de 8 heures. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de prendre le départ d'Actu Matin avec nous. Voici chez vous la une des journaux. Et bien voilà que dit la presse ce mercredi 15 janvier 2025. On commence par le journal Fraternité. Réunion de crise armée béninoise, une faiblesse structurelle majeure relevée. La tragédie du point triple doit servir de catalyseur pour un changement de paradigme. Et puis à lire également dans les colonnes du journal de Fraternité Bénin Tofa 2025. Le comité des rites vaudou désavoue les interprétations solitaires de David Kofiaza. Retrouvez aussi également la liste des candidats présélectionnés disponibles. Il s'agit donc des nominations des directeurs généraux, des directeurs des organes de presse du service public. Et puis, libération à présent des lettres de condoléances adressées aux familles des victimes dans cette attaque meurtrière au nord Bénin. Vlavonou et le personnel parlementaire rendent hommage aux soldats tombés au front. Le gouvernement invité à donner des réponses au Parlement. Commission béninoise des droits de l'homme, un appel public à candidature lancé. Retrouvez aussi la liste des candidats présélectionnés pour la gestion des organes de presse du service public. Dynamise Info, l'amitié avec le chef de l'État définitivement rompue. On parle de Boko et Omeki, jugés le 21 janvier prochain. Présélection des responsables des organes de service public, de grandes figures de la scène médiatique présentes. Et puis, principal signe du TOFA 2025, le comité des rites vaudous se désolidarise de l'interprétation au cœur de polémiques. Le pays émergent qui parle de cette assemblée générale élective du Comité national olympique et sportif du Bénin, un processus électoral biaisé d'une commission électorale aux ordres, à quel jeu joue le président Julien Minavoa, s'interroge le journal. 11 postes à pourvoir au lieu de cette dévoilée. Nord-Sud quotidien qui nous informe du côté de Zimbabwe, Moïse Kérékou, chez le président de la République. Explosion à Akpakpa, le gouvernement au chevet des victimes. Et puis, on va évoluer à présent avec notre journal Le Matin Libre. Kofi Aza, désavoué justement, à la suite de son interprétation tendancieuse du Tofa. La GDIZ met le Made in Benin au cœur des Vaudounaises, mais aussi à lire dans le journal Matin Libre la liste des présélectionnés en termes de propositions au poste dans les médias du service public. Et puis Cannes Chan 2025, la CAF reporte à août 2025. Et puis le Soleil Bénin Info, après une attaque particulièrement meurtrière contre l'armée ici Talon, décrétait 3 jours de deuil national, s'interroge le journal Tofa 2025. Le comité des rites vaudou gâte le business de David Kofiaza. C'est le point de vue du journal Le Soleil Bénin Info. L'emblème du jour, diverses interprétations du TOFA 2025, rétropédalage et camouflet. C'est aussi le point de vue du journal L'Emblème.
Rencontre avec la jeunesse progressiste de Bantais, encouragement à la résilience et au travail. Dossier Olivier Bocor, Osvaldo Meki et si un procès très attendu ce 21 janvier 2025. Et puis pour finir avec le matinal. Réussite des Vodun Days 2025, la touche particulière de la SGDS, explosion de gaz dans un magasin à Kpakpa, le gouvernement au chevet des victimes, le HCPC invite à une enquête approfondie. Et puis voilà, Kriet, Bokor et Omeki seront jugés le 21 janvier 2025. On revient à nouveau au quotidien Fraternité ce matin. Réunion de crise des forces armées béninoises. Une faiblesse structurelle majeure. Relever la tragédie du point triple doit servir de catalyseur pour un changement de paradigme. Jérôme Frumance Carlos, un don de la Providence. Un hommage de Moïse Dossoumon et puis Benetofa 2025. Le comité des rites vaudous désavoue les interprétations solitaires de David Kofi Hazard, nomination des DG et des directeurs des organes de presse du service public. La liste des candidats présélectionnés disponible dans les colonnes de votre journal de Ménontin. À présent, le bulletin avec Florence Bossard. Et dans les titres de votre bulletin d'information, le bilan des grandes actions qui ont marqué l'année 2024 dans le domaine des affaires sociales au Bénin, les réformes menées dans le cadre du programme d'action du gouvernement qui vise à améliorer le bien-être des couches vulnérables au Bénin seront passées au pays fin. Ensuite, à suivre également la 5e édition de la Nuit de l'excellence nigérienne au Bénin, la reconnaissance et le mérite de plusieurs personnalités dans le domaine courant l'année 2024 célébrer. Les détails, c'est dans un instant. Bonjour à vous, Eric Guédénon. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Dans votre bulletin d'information, on se propose de faire un zoom sur le volet social du gouvernement du président Patrice Talon au cours de l'année 2024. C'est bien cela, Eric. Dans la continuité des réformes engagées depuis 2016, de nombreuses actions ont été réalisées l'année écoulée pour le bien-être des couches vulnérables, notamment des femmes et des filles, des enfants et des personnes en situation de handicap. Quel bilan peut-on faire dans ce secteur qui constitue une priorité pour le gouvernement? Ouliat Sanoussi nous en donne un aperçu. Suivez. 2024 s'est achevé et sur le plan social, plusieurs actions ont été menées au titre de l'année par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Au nombre de celles-ci, la lutte contre les violences basées sur le genre qui a été renforcée, notamment à travers la campagne des 16 jours d'activisme lancée fin novembre. En effet, plusieurs lois ont été votées pour assurer la promotion et la protection de la femme et de la jeune fille. Beaucoup de mesures et réglementations audacieuses sont prises pour prévenir et réprimer les violences faites aux femmes et aux filles. Les 16 jours d'activisme qui portent sur les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Dans quel but? Dans le but de sensibiliser toute la communauté, aussi bien les femmes que les hommes, pour que ces violences à l'égard des filles, des femmes cessent réellement. Nous sommes tous des acteurs clés du changement recherché pour l'avènement d'un Bénin où femmes et hommes, filles et garçons jouissent du même traitement, accèdent aux mêmes droits et se voient offrir les mêmes opportunités. Dans le volet microfinance, il a été question du microcrédit à la FIA. Depuis 2016, le gouvernement a réorganisé tout le système de microcrédit pour une meilleure inclusion financière. Grâce à la digitalisation, plus de transparence s'observe dans l'octroi des fonds. Le montant du prêt qui était de 30 000 francs CFA est passé à 50 000, puis à 100 000 francs aujourd'hui et le taux d'intérêt réduit à 4%. Les frais de dossier sont désormais à 400 francs au lieu de 1 000 francs CFA par le passé. Ce programme a fortement impacté les bénéficiaires. Lorsqu'on fait le bilan après 4 ans, parce que le microcrédit à la FIA a été lancé en octobre 2020, aujourd'hui, les statistiques au 31 octobre 2024 montrent que nous avons décaissé 41 milliards, plus de 41 milliards au profit de cette couche-là.
Et lorsque je parle de 41 milliards décaissés, ça a impacté plus de 550 000 personnes. Pendant les 4 ans, c'est plus de 670 000 microcrédits que nous avons mis en place. La solidarité nationale se manifeste également dans le secteur social à travers les filets sociaux, une action qui vise à soutenir les couches les plus vulnérables de la nation. Plus de 5 milliards de francs CFA ont été déboursés au profit de 20 000 ménages pauvres via des transferts monétaires mensuels d'un montant de 10 000 francs CFA. Le gouvernement du président Patrice Talon prévoit ces filets sociaux-là, une extension à pratiquement 150 000 ménages pauvres sur toute l'étendue du territoire national pour les aider à mener des activités génératrices de revenus. Donc ce n'est pas de l'assistanat simplement, mais il y a la subsistance alimentaire, il y a l'accompagnement nécessaire pour que ces personnes vulnérables puissent faire quelque chose et pouvoir s'en sortir et se prendre en charge elles-mêmes. Chaque bénéficiaire identifié et qui a reçu sa carte SIM va bénéficier à partir du lancement du programme un montant de 10 000 francs par mois pendant les 6 premiers mois. Toujours sur ce plan, des actions sont poursuivies pour le maintien des filles à l'école à travers la distribution de kits scolaires et des transferts monétaires aux filles issues de familles pauvres. Le 5 février, des bourses de la CEDEAO au titre de 2023-2024 ont été remises à 62 lycéennes du Bénin dans le cadre de la mise en œuvre du programme Bourse d'excellence. Chacune d'elles a reçu un chèque de 300 000 francs CFA destiné à l'aider dans la poursuite de ses études ou de sa formation. Une action qui vise à promouvoir l'excellence chez les apprenantes des filières des enseignements techniques et professionnels. C'est une opportunité pour vous, certes, mais cela deviendra une réelle opportunité si vous-même vous prenez l'engagement d'en faire bon usage et de poursuivre dans le sens de l'excellence, dans le sens du mérite. Vous prenez l'engagement de poursuivre réellement pour finir, parce que le but c'est quoi? C'est la formation. Après la formation, c'est exercer un métier. Donc la stratégie pour maintenir les filles dans le système éducatif, il y a plusieurs stratégies. Il y a la distribution des kits scolaires, chaque année 500 000 kits scolaires, mais également les transferts monétaires aux familles pauvres. Déjà depuis décembre 2021, là, nous avons pu couvrir 30 000 ménages. Les filles reçoivent au cours primaire, CM1, CM2, 450 francs CFA par jour, donc par fille, pendant 9 mois. Et au cours secondaire, de la 6e en terminale, 600 francs CFA par jour, par fille, pendant 9 mois. Le gouvernement du président Patrice Talon met tout en œuvre depuis 2016 pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. En 2023, des décrets accordant à ces personnes des avantages forts ont été pris. Aujourd'hui, dans les concours de la fonction publique, elles bénéficient d'un quota de 5%. Ce changement remarquable peut se voir déjà à travers, par exemple, les concours à la fonction publique, parce qu'il faut dire que ces décrets d'application sont vraiment focalisés sur l'employabilité, l'éducation, la formation. Le dernier concours au profit du ministère de la Justice, les personnes handicapées ont pu non seulement participer, concourir, mais le quota de 5% qui leur est réservé a été respecté. Dans le souci de réduire les inégalités sociales, les autorités ont procédé le 6 décembre 2024 à la remise officielle et symbolique aux personnes en situation de handicap de la carte d'égalité des chances qui leur donne plusieurs avantages. Cette carte leur permettra de bénéficier d'appuis pour la mise en place de mini-entreprises, l'accès à des crédits à taux bonifiés, des exonérations sur les appareillages et autres. Les étudiants en situation de handicap auront accès à des aides sociales et bénéficieront des allocations. Les établissements d'enseignement pour handicapés recevront des subventions annuelles et les entreprises qui emploient les personnes en situation de handicap seront également soutenues. Le projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain, a aussi impacté en 2024 à travers le volet ARCHE Formation. Par ARCHE Formation, des milliers de nos artisans dans plusieurs communes qui sont dans la phase pilote ont pu bénéficier de ce renforcement de capacités techniques pour augmenter non seulement la qualité de leur production, mais également tout le professionnalisme qu'il faut. Et c'est bénéfique pour tout le monde. ARCHE va s'étendre davantage puisque la phase pilote sera bientôt évaluée. Par ailleurs, le volet assurance maladie du projet ARCHE
se déploie progressivement dans toutes les communes du Bénin. Une action qui permet aux populations vulnérables d'avoir accès à des soins de santé adéquats partout dans le pays et chaque fois qu'ils en ont besoin. L'État garantit dorénavant 100% de gratuité des soins de santé primaires aux pauvres extrêmes et 50% de gratuité aux pauvres non extrêmes à travers les affections qui sont contenues dans un panier de soins. Et aujourd'hui, il y a 1 million de nos concitoyens qui ont déjà la carte Arche, mais c'est une base normalement qui est dynamique. Pour cette année 2025, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance entend renforcer ses actions dans les différents domaines pour le mieux-être des populations béninoises. Reconnaître le mérite de quelques personnalités dans leur domaine courant l'année 2024 reste l'objectif primordial de l'organisation de la 5e édition de la Nuit de l'excellence au Bénin, basée sur le thème « La promotion des valeurs de fraternité et de coexistence entre le Bénin et le Niger à travers la culture de l'excellence ». Cette initiative de la promotion de la production Larabou a mobilisé à Cotonou la diaspora nigérienne, malienne, burkinabé et sénégalaise autour d'une fête pour mettre en lumière le patrimoine culturel de leur nation. Julie Cho et Simon Roulon. C'est par cette parade des ethnies dont regorge le peuple nigérien que la cérémonie de remise de prix aux lauréats a pris son envol. Des Haoussa au Gourmandier en passant par des Arma, Songhai et Touareg, ces communautés ont régalé l'assistance par des rythmes mettant en vogue la diversité culturelle de les nations. Ce moment de communion et de partage se veut un creuset de mettre particulièrement en évidence le brassage interculturel et de surcroît célébrer quelques personnalités au regard des actions positivement accomplies en 2024. À cet effet, des critères ont été bien définis en faveur de ces heureux de la soirée. Cette nuit de l'excellence que nous célébrons aujourd'hui indique par elle-même que la promotion de notre communauté, tout comme son développement, est un processus. À ce titre, elle nécessite de la continuité et la persévérance dans les efforts pour apprécier les évolutions enregistrées au vu des richesses dont regorge la diaspora nigérienne et les opportunités d'affaires qu'offre notre cher pays d'accueil, le Bénin, et aussi, naturellement, le Niger, avec ses énormes potentialités économiques, sans oublier cette relation séculaire entre nos deux peuples, qui vivent en symbiose dans une parfaite harmonie, une véritable coexistence pacifique depuis la nuit des temps. L'excellence ne se mesure pas seulement par les succès individuels, mais par notre capacité collective à bâtir, à unir et à transmettre. Chaque Nigérien, qu'il soit au pays ou à l'étranger, porte en lui une part de cette excellence. Personnage très important dans l'organisation de la Nuit de l'excellence, Lamine Cissé a été distingué à titre posthume. Le mérite de ces bénéficiaires a été reconnu dans les catégories telles que le pouvoir communautaire, le pouvoir économique, le domaine social et culturel et celui des performances spécifiques. Multiplication des cas d'incendie au Bénin. Dans la matinée de ce lundi 13 janvier, le service d'information de Canal 3 Bénin a été alerté sur un cas d'incendie dans une école primaire publique à Dogbo, commune située dans le département du Koufou. Il s'agit de l'école primaire publique Adam Djouakode dans l'arrondissement de Madjre. Et vous voyez sur ces images les résultats du passage des flammes. C'était dans une salle de classe délabrée et abandonnée depuis et dans laquelle bois de chauffe destinés à la cantine scolaire et des tables bancs endommagés. Ce sont donc ces matériels qui sont consumés dans cet incendie. Et le directeur de cet établissement nous raconte ici les circonstances du drame suivi. Aux environs de 23h30 par là, quand j'ai eu l'information par un des membres des bureaux APE qui m'informait qu'il
une salle de classe a pris feu. Donc, j'ai rappelé l'infra sur lequel j'avais des infrastructures dans l'école. Je l'ai rappelé, lui aussi il était sur les lieux. Et comme ça, bon, il m'a informé que la population s'est mobilisée pour éteindre le feu. Donc ils ont déjà appelé les sapeurs-pompiers qui ne répondaient pas. Et vraiment, la population, c'est l'occasion pour moi de les remercier, surtout les jeunes. La jeunesse, elle s'est mobilisée correctement. D'autres sont en train de puiser l'eau, d'autres sont en train d'envoyer l'eau dans le feu. Puis la population a fait la grande partie avant l'arrivée des sapeurs. Malheureusement, quand les sapeurs étaient venus, leur pompe a cessé de fonctionner. Et c'est là encore un autre calvaire. Ils ont commencé par utiliser les bassines, les seaux d'eau. Et à la fin, la pompe a repris. Et les sapeurs ont utilisé cette pompe pour éteindre à fond le feu. En termes de dégâts, nous allons dire qu'il y a certains tas de bancs qui ont été consumés. Il y a aussi les fagots de bois destinés à la cantine. Puisque quand on allait au congé, on a dû mettre les fagots de bois dans la classe pour les protéger. Et au retour, nous allons les utiliser pour la cantine. C'est parce que dans cette salle de classe, on n'utilisait pas la salle de classe. Donc voilà, il n'y a pas de dégâts humains. Bon, l'origine de ce feu, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Donc nous invitons les autorités compétentes, n'est-ce pas, à identifier l'origine de ce qui a été pour le bien-être de nous tous. Avant cet incendie, un autre s'était produit le samedi dernier suite à l'explosion d'un entrepôt de produits dangereux au quartier à Ilawadje dans le 3e arrondissement de Cotonou. Au lendemain du drame, une équipe de Canal 3 Bénin est retournée sur les lieux pour constater comment les habitants se remettent-ils de ce sinistre. Voici son constat. Aye Lawadje se remet progressivement de son état de traumatisme quelques heures après le drame. Le samedi 11 janvier 2025, aux environs de 14 heures, un incendie est survenu dans cet immeuble servant concomitamment d'habitation et d'entrepôt de produits dangereux, dont le sulfate d'aluminium selon le communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ce fut un samedi noir pour les habitants du quartier. J'avais envoyé les enfants là-bas, ils vont prendre farine de maïs au moulin. Donc comme ça, j'attends les cris. Je crois que c'est une voiture qui a ramassé les enfants ou bien une moto. Quand je suis sortie, je vois les fumées, les gens en train de courir, en train de vomir partout. L'immeuble en question et les maisons environnantes ont été vidés pour mesure de sécurité. Le périmètre est défini et gardé par les éléments de la police républicaine. En dehors des morts et des blessés graves enregistrés, la violente explosion a fait des victimes collatérales. Chacune s'en remet comme elle le peut. Ce qui s'est produit n'est pas une petite chose. La fumée était de trop. J'étais ici à l'atelier en train de travailler quand ça s'est déclenché. Et ne sachant pas quoi faire, j'étais obligé de fuir. J'ai dû prendre du Lepic pour pouvoir me retrouver. Nous sommes allés à l'hôpital. Moi, je me sens mieux. Nombreux sont encore à l'hôpital. Certains sont à Kowegbo, à Calavi et d'autres au CNHU. Au Calavi, et des CNHU. Vraiment, ça m'a fait trop peur. Nous-mêmes, on a vomi, fatigué. Parce que c'est quelqu'un qui a tapé la porte, il a dit sortez dans la maison. Actuellement, moi, je ne serai pas là pour parler avec vous. 6 morts et plusieurs blessés graves. C'est le bilan officiel du drame en ce début de la nouvelle année. En vue d'éviter toute situation d'intoxication post-incendie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a invité dans son communiqué les populations du quartier Aïlawadje 1 à s'abstenir de consommer tout aliment, à savoir
Eau de puits stockée dans un récipient non couvert, repas animaux et végétaux se situant dans un rayon de 100 mètres à la ronde de l'épicentre de l'incendie. Eric, c'est la fin du bulletin d'information. Merci à vous, Florence Bossa, pour ce bulletin d'information. C'est le moment de retrouver Candide Rourinto pour sa rubrique sport. Candide, bonjour. Eric, bonjour. Au menu de Sport Matin de ce mercredi, on s'intéresse uniquement à deux disciplines, dont le football, le handball. Et on commence par le sport roi, Candide, la Ligue amateur du Bénin, qui aborde ce mercredi sa 4e journée de la phase zonale. Oui, 5 matchs à suivre au total pour le compte de cette 4e journée de la Ligue amateur de football du Bénin, et ce uniquement pour les équipes de la poule A. Pour ce qui est des 5 matchs qui vont se dérouler ce mercredi, la jeunesse athlétique de Missirité sera face à l'équipe de Asso sur les installations du stade Omnisport d'Adjoron. L'équipe de Ainovi FC va en découdre avec Ewedje FC sur les installations du stade René Pleven d'Akpakpa. Tambou FC d'Adjara va en découdre avec la JSV à Frankou. Diefa FC reçoit dans son entre l'équipe de Etalon FC, puis CFS reçoit sur les installations de l'université d'Abou-Mekalawi l'équipe de Abisport. Avant ces 5 matchs dans la poule A, le classement dans cette poule se présente comme suit. En tête du classement, on retrouve l'équipe de la JSV avec 7 points au compteur après 3 journées et un goal différentiel de plus 4, suivi de Wedge Sport qui compte autant de points au compteur, un goal différentiel de plus 3. CFS est en 3e position avec 7 points également et un goal différentiel de plus 2. Tambou FC d'Adjara est 4e de cette poule avec 5 points au compteur, un goal différentiel de plus 4. Abisport est bien entendu 5e de cette poule avec 4 points au compteur, 3 points au compteur pour la jeunesse athlétique de Missirité et Talon, et puis Ainovi qui viennent respectivement 6e, 7e et 8e position dans cette poule A. L'équipe de Assos et celle de Diefa sont respectivement 9e et 10e de cette poule avec chacun un point au compteur. Et puis la Fédération béninoise de football du Bénin a dévoilé la liste des candidats admis à la certification CAF-B. Justement, sur le communiqué publié il y a quelques jours, il y a bien entendu les résultats par ordre de mérite de la formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence B de la CAF. À noter, bien entendu, que tous les candidats inscrits ont réussi et décroché leur diplôme de licence B CAF. Ils sont au total 22. Sur cette liste, on peut voir 11 entraîneurs qui ont décroché ce parchemin avec la mention bien et à 1 avec la mention assez bien, puis 10 avec la mention passable. Il faut aussi rappeler que parmi les 22 qui ont obtenu ce diplôme, il n'y a qu'une seule femme. Il s'agit bien sûr de Adam Adikatou, une ancienne joueuse et actuelle entraîneur assistante des Amazones U20 et bien sûr de la sélection Amazone des moins de 20 ans. Alors, passons maintenant du Bénin, bien entendu, pour parler du nouveau sélectionneur des Super Eagles du Nigeria. Il s'agit de l'ancien international malien Eric Sekouchel, âgé de 47 ans, qui devient le 37e sélectionneur du Nigeria. L'ex-sélectionneur des Aigles du Mali a été officiellement présenté par la Fédération nigériane de football ce lundi 13 janvier 2025. Il a paraphé, bien entendu, d'un contrat de 2 ans avec option d'une année supplémentaire pour diriger la sélection nationale des Super Eagles du Nigeria. Il faut dire que l'homme aura comme premier challenge la qualification du Nigeria pour la Coupe du Monde de 2026. La Confédération africaine de football a annoncé ce mardi le report du championnat d'Afrique des nations de football CHAN 2024, précédemment annoncé se dérouler du 1er au 28 février 2025, simultanément au Kenya, en Ouganda et puis en Tanzanie. La 8e édition du championnat d'Afrique des nations CHAN 2024 aura finalement lieu en août, au mois d'août prochain. La CAF l'a annoncé à travers un communiqué publié sur ses différents canaux digitaux ce mardi. Plusieurs raisons ont motivé ce report, dont l'état d'avancement des infrastructures, notamment les stades et autres installations nécessaires pour accueillir les équipes et les supporters
au cours de cette compétition. Il y a aussi le nombre de sélections qualifiées pour le tournoi qui n'est pas au complet suite au désistement de certains pays. Seuls, bien entendu, 17 pays ont validé leur ticket pour la compétition alors que le comité exécutif de la CAF avait fixé 19 à 19 le nombre d'équipes participantes. Ainsi, il sera permis à d'autres sélections de disputer un mini-tournoi qualificatif qui verra la participation de plusieurs pays, comme par exemple l'Algérie et l'Égypte, afin de compléter le nombre requis d'équipes pour le tournoi final. Le deuxième facteur concerne la volonté de la CAF de ne pas perturber le calendrier des différents championnats nationaux des pays qui sont déjà qualifiés pour la compétition. Le report permettra aussi aux ligues locales d'achever leur saison en cours sans subir bien sûr d'impact sur le calendrier surchargé en raison de la tenue du CHAN en février prochain. Et donc la compétition va se dérouler au mois d'août prochain. Notons que la CAF a maintenu la date du tirage au sort des groupes pour la compétition qui est prévue se dérouler ce mercredi 15 janvier 2025 à Nairobi, au Kenya. Allez, passons maintenant à l'actualité des Guépards évoluant à l'extérieur dans divers championnats, que ce soit en Afrique ou même en Europe. Certains étaient en compétition le week-end écoulé avec leurs différents clubs. Bien entendu, certains étaient en compétition, bien entendu, en championnat. Dans l'écho des Guépards de ce mercredi, on note un week-end plus ou moins fructueux pour les internationaux béninois avec leurs clubs respectifs. On va suivre ici le point. Les Agones pour ouvrir le bal de l'actualité des Guépards à l'international. À l'occasion de la 18e journée de la Ligue 2 française, le FC Lorient de Tossé-Aigouin a été contraint au partage de points à domicile par le FC Metz, 0 but partout. Pour cette sortie des Merlus, le Guépard n'était pas de la partie faute de blessures depuis le retour de la trêve internationale. Avec ce résultat, le FC Lorient maintient sa place de leader du championnat avec 34 points. Toujours en France, mais cette fois-ci en National 2, le 4e échelon du football français. À l'occasion de la 15e journée, dans le groupe B, Bordeaux FC de Youssouf Assogba renoue avec la victoire. Face à leurs homologues de l'US Granville, les Girondins se sont imposés par un score de 2 buts à 1. Pour cette explication, le latéral droit béninois enchaîne avec une nouvelle titularisation. Son club monte à la 3e place avec 24 points et un match en moins. De la France, on se rend en Belgique pour prendre des nouvelles d'Andrea Sontondi, nouveau sociétaire de Standard de Liège. Le Guépard et ses coéquipiers se sont imposés par 1 but à 0 à leurs homologues du KV Kortrijk, ceci au cours de la 21e journée du championnat. Arrivé au club en début de semaine écoulée sous forme de prêt en provenance de Burnley en D2 anglaise, Andrea Sontondi a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. En plaçant au coup d'envoi, il a disputé les 12 dernières minutes de la rencontre. Le Standard de Liège est provisoirement 7e au classement avec 28 points. En Turquie, à l'occasion de la 19e journée de la 2e division, Sebio Soukou et Umrani Sport s'offrent une victoire 3 buts à 0 devant Manisa FK. Aligné au coup d'envoi, le milieu de terrain béninois a cédé sa place en toute fin de match. Umrani Sport compte 26 points et occupe la 13e place au classement. Au cours de la 18e journée du championnat de Chypre de première division, Apollon Limassol et Cécile d'Almeida ont renoué avec la victoire. Le milieu de terrain béninois et ses coéquipiers ont battu par 1 but à 0 leurs homologues de Enosis Néon Paralimniu. Cécile d'Almeida a eu 3 à 65 minutes dans cette rencontre. Son club Apollon Limassol totalise 28 points au compteur et reste 6e au classement. En Égypte, l'on jouait ce week-end la 8e journée du championnat de première division. Soumoua SC de Francisco Dododoku, après une série de contre-performances, s'est offert une précieuse victoire 1 but à 0 devant Modern Sport FC. Titulaire au coup d'envoi, le milieu de terrain béninois a disputé les 90 minutes de cette rencontre.
Son club monte à la 13e place avec 8 points. Restons dans le Maghreb pour prendre des nouvelles de notre milieu de terrain béninois. Mariano Awangboy et l'AS Soliman ont été domptés par leurs homologues du stade tunisien 2-0. L'international béninois a disputé 61 minutes. Dans cette explication, l'AS Soliman compte 12 points et occupe la 13e place du championnat. En Afrique du Sud, pour finir, le JDR Star FC de Marcel Dandino a partagé les points avec Baroka FC à l'occasion de la 15e journée de Motsepe Foundation Championship. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 3 buts partout. Titularisé au coup d'envoi, le gardien béninois a disputé tout le match. JDR Star compte 27 points et occupe la 3e place du championnat. Voilà donc pour ce qu'on peut retenir de l'actualité des Guépards du week-end écoulé. Toujours parlant des Guépards, Tosin Ayegonki évolue du côté de Lorient FC, actuel leader de la Ligue 2 BKT en France, a été élu joueur du mois de décembre 2024 en championnat à l'issue des votes qui, bien entendu, a pris fin. Les votes qui ont pris fin ce mardi, c'est l'attaquant international béninois qui est lauréat du trophée UNFP du joueur du mois de décembre de la Ligue 2 française. Il faut dire que le buteur béninois s'est mué en passeur en décembre pour distribuer des caviars aux merlus. 2 passes décisives en 3 matchs disputés au mois de décembre. Il faut rappeler que Tosin Ayegon cette saison compte 2 buts et 5 passes décisives avec le FC Lorient après donc une première saison mitigée au sein du club français. Il se présente cette saison comme l'une des pièces maîtresses des merlus. Le joueur béninois, faut-il le rappeler, est actuellement blessé depuis le retour de la trêve internationale et pourrait probablement faire son retour sur les aides de jeu le week-end prochain. Voilà qui est bien noté, Candide Ronvento. On va finir avec le handball, le tour préliminaire de la 29e édition du championnat du monde masculin de l'IHF a pris fin. Son envol. Après son envol, plutôt. Oui, après son envol, il y a 5 pays défendent les couleurs de l'Afrique dans cette compétition. Il s'agit de la Guinée, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, du Cap-Vert. Pour ce qui est de la composition des différents groupes en prélude à ce 29e championnat du monde masculin de l'IHF démarré hier, on a dans le groupe A, bien entendu, la Germanie, le Zerchia, bien entendu, la Pologne et puis la Suisse. Dans le groupe B, on retrouve le Danemark, l'Italie, l'Algérie et puis la Tunisie, 2 des 5 pays qui défendent les couleurs de l'Afrique dans cette compétition. Dans le groupe C, on retrouve la France, l'Australie, le Qatar et puis le Koweït. Dans le groupe D, on retrouve la Hongrie, le Netherlands, la Macédoine du Nord et puis la Guinée. Dans le groupe E, on retrouve bien entendu le Portugal, le Brésil, les États-Unis et puis Norvège. Dans le groupe F, on retrouve la Suède, l'Espagne, le Japon et puis Chili. Dans le groupe G, on retrouve le Slavia, bien entendu, l'Irlande et puis le Cuba, sans oublier le Cap-Vert. Et puis dans le groupe H, on retrouve l'Égypte, la Croatie, l'Argentine et puis la République de Bahreïn. Le tout préliminaire après son envol hier, Eric le rappelait tout à l'heure, 2 matchs ont été disputés pour ce qui est de la journée de ce mardi. L'Italie s'est imposée par un score de 32-25 face à la Tunisie. Premier représentant africain a fait son entrée en lice et puis le deuxième représentant africain a fait son entrée en lice était face au Danemark. C'est bien sûr l'Algérie qui s'est inclinée sur un score de 22-47 devant l'équipe du Danemark. Bien sûr, 2 matchs disputés hier dans le groupe B. Et puis, ça sera tout ce matin pour l'Espoir, Eric. Merci à vous, Candide. Bonne journée sportive et à demain. Après vous, on va essayer de joindre le professeur Abou Bakari Imoro. Il est enseignant, chercheur et directeur du LASMO à l'université d'Abomey-Calavi. Avec lui, on fera une lecture sociologique de la récente attaque terroriste dans le Nord Bénin. C'est la première fois que le Bénin subit une si lourde perte dans son armée. Et puis après lui, le second rendez-vous, c'est au moment d'échange avec Alessandre Adjinan, secrétaire général du syndicat national
des enseignants du secondaire technique de la formation professionnelle. On parlera justement de l'annonce de critères pour le revêtement des AME par le gouvernement. Et donc, après lui, vous aurez également d'autres rubriques, le forum de discussion et puis l'appel téléphonique avec Jacques Dégbé pour notre rubrique économie. Voici à présent l'appel avec le professeur Abou Bakari Imoro. J'espère vraiment qu'il va décrocher notre appel pour ce moment d'échange, notamment sur cette question relative à la sécurité au niveau de nos frontières. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Professeur Abou Bakari Imoro, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes enseignant-chercheur et directeur du LASMOUR à l'université d'Abomey-Calavi. Dites-nous déjà comment on réagit à cette récente attaque dans le rang des chercheurs. Vous qui êtes bien entendu sur la question du terrorisme. C'est vrai que cette attaque n'a laissé personne indifférent. Encore moins dans le corps des enseignants-chercheurs à l'université, où la question du terrorisme, la question de l'insécurité à l'intérieur de notre territoire depuis un certain temps, c'est quand même l'objet d'un certain nombre de réflexions. Et donc, cette attaque vient un peu pour donner des matériaux supplémentaires à analyser dans nos unités d'enseignement, dans nos laboratoires, afin de comprendre les enjeux de ce phénomène-là qui entraîne la sous-région et de façon générale l'Afrique et le monde. Alors, pensez-vous que nous avons atteint un autre niveau dans notre lutte contre ce phénomène? On le rappelle, c'est la plus grosse attaque jamais réalisée contre notre armée. Oui, c'est vrai qu'on a atteint un autre niveau. Je ne saurais dire si c'est le summum, dans la mesure où on voit très bien que dans le processus en cours, les groupes terroristes vont un peu crescendo. Et quand on se rappelle, au début, c'était des rumeurs, après il y a eu des premières attaques, et là maintenant, nous avons une attaque d'envergure, et je trouve bien que si l'objectif de cette attaque-là est atteint, que très bientôt, on est à l'intérieur du territoire, qu'on ait vraiment des réfugiés internes massifs, parce que les zones sous menace, ces zones-là, si elles ne sont pas assurées, si elles ne sont pas sécurisées, les gens ils vont divertir. Donc c'est évident. Et donc cette attaque est une attaque d'envergure, mais je crains que si rien n'est fait véritablement pour contrer, pour assurer que ce ne soit qu'une attaque parmi tant d'autres qui risquent de venir. Alors, selon vous, quelle est votre lecture sociologique sur les conditions de cette attaque? En tout cas, selon l'armée, cela s'est déroulé dans un environnement l'un des plus sécurisés. Oui, cela s'est déroulé dans un environnement sécurisé, sauf que ce que l'armée dit et qu'on n'arrive pas à expliquer suffisamment, c'est que nous sommes en contexte de guerre asymétrique. Et quand on dit guerre asymétrique, cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que l'ennemi est sans visage. Il apparaît, attaque et disparaît. Pourquoi il est sans visage?
Il est sans visage justement parce qu'il se fond dans le corps social. Et pourquoi il se fond dans le corps social? Parce que justement, à un moment donné de l'histoire de ce pays, certainement, il y a eu des frictions qui ont fait que certains, dans le bassin de recrutement de ces terreaux-là, certains les acceptent, les hébergent, leur fournissent les informations, leur facilitent l'entrée sur le territoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous pensez qu'il y a donc une forme de complicité entre les populations et puis les forces terroristes? Absolument, c'est évident. C'est évident. Quand on parle de guerre, ça signifie que c'est justement parce que c'est passé à un moment donné, voilà, l'ennemi est sans visage. Le territoire n'est pas suffisamment grand. Quand vous prenez par exemple le désert, la zone sahélienne, c'est un vaste territoire où on peut voir très facilement avec les vecteurs aériens, les mouvements des troupes, les regroupements et tout. Ici, le territoire n'est pas aussi grand. Alors, s'il y a des attaques d'envergure de cette nature-là, ça veut dire que les gens, à un moment donné, ont pu se regrouper, ont pu conduire l'opération et se replier. Bon, c'est vrai, j'ai entendu dire que la complexité est liée à la spécificité de ce point-là, parce que les gens ont attaqué des prêtres qui sont retrouvés de l'autre côté de la frontière. Mais au-delà de cela, il s'agit quand même, il faut l'avouer, il s'agit du fait que dans ces territoires-là, voilà, les terroristes ont la possibilité de se regrouper sans alerte. Voilà, de se regrouper sans alerte. Quand on connaît bien les mécanismes par lesquels ils se regroupent, on a vraiment un complexe de guerre et puis rien n'est fait qui serait plus dommage pour le pays. Alors, une fois encore, selon vous, est-ce que nous faisons le nécessaire côté armé pour contrer vraiment cette menace terroriste? Et c'est là le risque. C'est là le risque. Parce que la réponse n'est pas que militaire. Pour que les militaires réagissent ou agissent, il faut vraiment qu'un certain nombre de conditions se réunissent. Selon vous, lesquelles? Voilà, tout à l'heure, j'ai parlé de guerre. La guerre, comme je l'ai dit, c'est que les ennemis se font soit dans le paysage social, soit dans la nature, mais ils se font, à un moment donné, ils peuvent se regrouper, mener des attaques, ils se font de nouveau. Or, nous n'avons pas suffisamment de militaires pour quadriller toute la zone comme cela se doit. Nous n'avons pas suffisamment d'équipements pour apprécier les mouvements, les regroupements comme cela se doit. Alors, par contre, nous avons une ressource, c'est la ressource humaine dans cette localité, dans cette zone. C'est pourquoi je dis qu'elle n'est pas que militaire la solution. Et tant qu'on ne comprendra pas qu'il faille remobiliser, réarmer moralement les populations dans cette localité, les amener à comprendre les enjeux des attaques, les amener on ne s'en sortira pas. Il faut savoir que nous avons affaire quand même à un processus qui est un peu rampant, et tout doucement, il glane, il prend corps sur les territoires, voilà, certains corps sociaux. Pourquoi il prend corps? Il prend corps parce qu'il y a un certain nombre de frustrations, un certain nombre de problématiques non réglées, un certain nombre de conflits non réglés, un certain nombre de problèmes qui font que progressivement, de fait, on constate que les jeunes, ils adhèrent à ces groupes. Vous avez vu juste après l'attaque, il y a une vidéo qui a circulé. On parlait de Dépel, mais dans cette vidéo, j'ai entendu un terreau qui a parlé en Bariba et qui a menacé, menaçant justement les gens de coopérer avec l'armée. Voilà, si vous coopérez avec l'armée, on vous considère comme faisant partie d'eux. Après, il y a un local qui intervient. Ça veut dire que dans ces groupes-là, nous avons des nationaux, nous avons des groupes, voilà, des gens d'un certain nombre de groupes sociaux qu'on n'avait pas soupçonné être dans ce paysage-là avec eux. Et donc, comme je l'ai dit, il faille vraiment comprendre que au-delà de la solution militaire, il faut une approche holistique globale qui puisse permettre d'apporter une réponse adaptée à la situation compliquée dans laquelle nous sommes. Une dernière question à vous, professeur. À la suite de la réunion de crise des forces armées béninoises, une faiblesse structurelle majeure a été relevée. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Je n'ai pas suivi tous les résultats de cette réunion de crise, mais c'est clair que voilà, l'armée, en ce moment,
elle est plus que interpellée par rapport à la solution apportée. Ouais, je peux, quand je compare entre ce qui se passe au Bénin et ce qui se passe de l'autre côté du Burkina, regardez le camp de Djibo qui a été